Et on enregistre tout ça pour pouvoir le rediffuser ensuite, sur les réseaux sociaux pour les personnes qui, n'auraient pas, pu se connecter ce soir. Donc, ce soir, on est donc, ensemble, Mathieu et moi, pour vous parler de WinCop, bien sûr. Il y aura d'autres webinaires prévus, dans les semaines qui viennent sur des sujets, plus spécifiques. Et donc aujourd'hui, on va parler, pourquoi la création de WinCop, du positionnement d'Arcadie, par rapport, à ce projet et donc du positionnement, en fait, des chargeurs, vis-à-vis, du transport maritime avec, comme porte-parole, Mathieu. Super, et ben merci Louise. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le dirigeant de la société Arcadie, qui est un des trois cofondateurs de WinCop. Et le, je vais commencer à parler un peu de la motivation d'Arcadie. En fait, comment est-ce qu'on est venu à, à cette idée-là. À la base, bien sûr, il y a la question, parce que comme on est dans la bio depuis l'origine à Arcadie, la question de l'écologie, parce que elle se pose assez vite, et quand on pense transport à la voile, c'est peut-être la première idée qui vient. Mais en fait, ce qui m'a, comment dire, qui a fait que je suis passé à l'action, c'est plus la question sociale qui est dans le transport peut-être moins connue, dans le transport maritime moins connue, mais qui pour nous est importante parce que, en fait, en faisant des épices, on les fait venir de pays en développement, en l'occurrence Madagascar, et donc de pays où depuis 1990, où on importe, c'est tout de suite posé pour nous la question du commerce équitable, c'est-à-dire s'assurer qu'en plus de faire du bio, et ben, les gens travaillent là-bas dans les meilleures conditions possibles. Et ça nous a amené à la création, à la co-création d'un label qui s'appelle Biopartenaire, qui est un label de commerce équitable, qui a la spécificité de non pas certifier le produit, mais de certifier une filière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la relation commerciale entre tous les acteurs de la filière qui est certifiée équitable et pas juste le produit auquel on aurait payé une surprime, qu'on payerait un petit peu plus cher et que simplement du fait qu'il est payé plus cher, il serait équitable. Donc c'est une vision où on s'assure que les relations en fait entre les différents acteurs eh ben, sont équilibrées et entre autres que nous, industriels, on ne va pas profiter de notre capacité de notre taille et de nos moyens pour imposer des choix aux producteurs. On met en place tout un mécanisme qui va permettre de faire remonter les besoins des producteurs et de nous forcer nous-mêmes à prendre en compte leurs besoins, mais les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, enfin tous les acteurs de la chaîne. Et ça m'a amené à prendre conscience que maintenant, ces acteurs de la chaîne, au milieu, dès qu'ils sont importants, ce sont les personnes qui transportent nos produits. Euh, Surtout quand ils viennent de loin comme ça, où ils passent par des bateaux. Et ces bateaux, malheureusement, ils profitent d'une disposition du droit du commerce international qui permet d'avoir un bateau qui est immatriculé dans n'importe quel pays, en tout cas dans les pays qui l'acceptent, ce qu'on appelle les pays de pavillon de complaisance, et qui permettent en fait de profiter du droit du travail moins disant, même s'il y a des règles internationales qui s'appliquent à tous, mais il y a quand même sur un certain nombre de sujets des contraintes moindres, par exemple à Malte, à Panama, des pays comme ça dont on entend souvent parler quand il s'agit des bateaux poubelles et des choses comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était un peu incohérent. C'est-à-dire qu'on s'assure que nos producteurs, ils sont payés correctement, qu'ils ont des relations où ils peuvent vraiment, ça peut soutenir leur développement, etc. Nous, de notre côté, à Arcadie, eh ben, on s'arrange pour avoir des conditions de travail qui soient les meilleures possibles. On distribue dans un réseau de distribution qui, lui aussi, a des valeurs. Mais au milieu de ça, on profite, entre guillemets, d'un système qui est très peu cher, entre autres parce que les marins sont exploités, en tout cas dans beaucoup de bateaux. Et donc, quelque part, le produit que vous allez trouver en magasin, il est un petit peu moins cher parce qu'il a profité, entre guillemets, d'une forme, alors moi j'appelle ça esclavagisme moderne, c'est peut-être un petit peu fort, mais dans certains cas, c'est pas loin de ça. Et ça, voilà, il y avait quelque chose qui, à un moment donné, devenait plus possible, et c'est ce qui m'a poussé à me lancer dans cette aventure-là et à contacter Zéphyr et Boré
pour démarrer cette aventure. Et, euh, et là, en fait, moi, j'ai découvert et je continue à découvrir le monde du transport maritime que je ne connaissais quasiment pas, très peu, enfin, à part cette préoccupation sur l'aspect social, et à réaliser que, en fait, pour que ce projet se réalise, c'était pas juste du transport pour Arcadie, pour qu'entre guillemets, pour nos produits, on soit bien propre et puis qu'on s'arrête là. Mais ce que m'a proposé Niels tout de suite, c'est de participer à un projet collectif et donc à la création d'une coopérative qui aboutit aujourd'hui donc à WinCop et qui est de dire, en fait, ce qu'on veut, c'est proposer une nouvelle vision du transport maritime et que toutes les entreprises et derrière tous les consommateurs puissent petit à petit avoir le choix de choisir des produits qui sont transportés entre guillemets proprement. Euh, et donc c'est vrai pour le côté simplement utilisation du vent par rapport au pétrole, forcément c'est plus propre. C'est vrai aussi au niveau social, comme je le disais, sur la façon dont sont embauchés les marins, etc. Mais ce qu'on amène aussi, c'est une vision du monde qui est plus sociétale, à la fois en termes de financement, parce que le transport maritime, c'est quelque chose qui est très capitalistique. Les bateaux coûtent très cher. Le nôtre, qui est un petit bateau à l'échelle du transport de containers, il coûte déjà 20 millions d'euros. Je vous laisse imaginer le prix des bateaux de 400 mètres de long que construit actuellement CMA CGM. Je n'ai pas les prix en tête, mais ça doit être monstrueux. Et donc, comme ça demande beaucoup de capitaux, on va aller chercher où ils sont et à des endroits qui sont éventuellement un petit peu opaques et qui mettent pas en premier l'intérêt général. C'est souvent plutôt l'intérêt des actionnaires. Quand on veut beaucoup d'argent, on va plutôt sur des fonds qui demandent une rentabilité très forte. Donc, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi quelque chose qui nous touche beaucoup dans la bio et nous touche beaucoup en tant que vendeur d'épices, c'est la question du local. Euh, on se rend compte à la fois pour des critères, encore une fois, économiques et sociaux, qu'il vaut mieux consommer le plus proche de chez soi. Or, les épices, elles viennent de loin et on est en droit de se poser la question, a-t-on vraiment besoin d'épices dans un monde où il va falloir certainement diminuer les échanges pour des problèmes, entre autres, de raréfaction de l'énergie. On est en droit de se poser la question. Et on peut se poser la question aussi pour d'autres produits comme le café, le chocolat, des choses comme ça qui peuvent difficilement pousser en France et qui viennent a priori de pays qui sont lointains, quoi. Ça ne peut pas être des pays limitrophes qui peuvent nous fournir ce genre de produits. Et du coup, nous, la vision qu'on a, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup trop de marchandises qui sont transportées par bateau et qui sont transportées de loin, par bateau ou par avion d'ailleurs, c'est encore pire par avion, mais qui sont transportées de très loin, de l'autre côté de la Terre, et entre autres, soit des marchandises dont on n'a pas besoin, comme des choses en plastique qui viendraient de Chine, qui ont une durée de vie très limitée et qui sont à peu près inutiles, mais aussi des choses dont on a besoin, mais qu'on pourrait faire faire pousser ou en tout cas fabriquer chez nous. C'est assez étonnant que la France produit plus de blé qu'elle n'en consomme et pourtant elle en importe énormément. Donc on est dans ces contradictions de la globalisation qui nous amène à transporter des marchandises inutilement. Il y a aussi des moments où en fait on va produire une partie de la marchandise à un endroit, l'envoyer dans un autre pays pour la finaliser, puis la faire revenir chez nous. Enfin, voilà, le transport très peu cher permet ce genre d'aberration. Et on pense vraiment qu'il faut que ça diminue. Donc, on n'est pas. Le projet de WinCop, c'est pas de dire le transport, c'est génial, faites-en plein, faites-le à la voile et continuez-le. Non, on pense vraiment qu'il faut diminuer drastiquement et réserver le transport longue distance aux produits qui sont où on pense que c'est nécessaire de les faire venir de loin, que même dans un monde où on va transporter moins de choses, on va garder cette envie, ce besoin, voilà, toujours besoin d'épices, toujours envie de chocolat,
C'est aussi une façon de rencontrer l'autre, de rencontrer d'autres cultures en passant par la nourriture. Alors moi, je prêche pour ma chapelle, je parle de la nourriture, mais il y a certainement d'autres sujets comme ça où on pourrait dire non, mais là, c'est important de continuer à faire venir des choses de loin. Je me faisais la question, je me faisais la réflexion, il y a 3 jours, j'allais voir un concert là avec un trio qui venait du Sénégal, de Cuba et du Venezuela. Bah forcément, ils viennent par avion, mais je me disais, ceux-là, moi, je veux bien leur donner une partie de mon quota carbone pour qu'ils continuent à prendre l'avion, parce que ben, voilà, ça fait rencontrer d'autres cultures à travers la musique, et je pense, enfin, j'espère qu'on pourra garder ça à l'avenir. Mais par contre, pour ça, il faut supprimer d'autres choses. Donc, en fait, en proposant un bateau plus petit, qui va plus lentement, qui va coûter plus cher, on espère aussi qu'on va adresser un marché pour qui c'est vraiment nécessaire, en fait, ce transport. Et que les gens qui veulent transporter du plastique pas cher très vite, eh ben, ils ne s'adresseront pas à nous, potentiellement. Et le jour où il n'y aura plus de pétrole, eh ben, ils ne le feront plus du tout, souhaitons-le. Donc, c'est un peu actuellement un marché de niche, mais dans notre vision, dans le plus rapidement possible, 10 ou 20 ans, il faudra que l'ensemble des bateaux et des voiles, alors, pas se passer du moteur pour passer à un certain nombre d'endroits, c'est pas le sujet de ce webinaire-là, mais voilà, il faut quand même être réaliste qu'il n'y a pas du vent partout et qu'à un moment, il nous faut du moteur, mais en tout cas, mettre des voiles sur tous les bateaux pour diminuer drastiquement la consommation, et comme ça ne suffira pas, diminuer aussi le volume transporté par an pour arriver à quelque chose qui fonctionne plus. Donc voilà un peu la vision qu'on a sur le transport à la voile, qui pour nous doit remplacer, entre guillemets, le transport général, mais nécessairement au prix d'une diminution drastique de la quantité transportée. Voilà ce que je peux dire sur le sujet en introduction. Je ne sais pas si Louise, tu veux rajouter quelques... Non, j'ai rien à rajouter, mais c'est vrai que la raison d'être de WinCop, on présente beaucoup, l'aspect, védique, bien sûr, avec l'impact, environnemental. Enfin, c'est une évidence quand on se penche sur le projet WinCop, tout de suite, on voit que c'est un cargo à voile. Mais, ce qu'a dit Mathieu, au départ, c'est sur la partie vraiment plus sociale. Marin, c'est des choses dont on parle pas trop actuellement parce qu'on a encore pas mal de travail à faire autour de ça, mais c'est un des enjeux que se fixe, WinCop aussi. Et donc l'aspect, impact, il vient sur ce sujet-là, et c'est vraiment quelque chose qu'on va développer à partir du moment là où on aura terminé la partie dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire, lever les fonds, sécuriser l'aspect commercial. On va s'intéresser à ça, c'est-à-dire établir, on va dire c'est plus qu'un règlement intérieur parce que c'est une charte, c'est qui on va recruter, comment, dans quelles conditions pour que ce soit, équitable entre les nationalités, entre les genres, que tous les genres soient en sécurité, à bord du bateau aussi. C'est un gros sujet dans la marine marchande, actuellement. Enfin, cette année, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties autour de ça, et pour nous, ça fait partie aussi de la compagnie maritime de demain qu'on veut être. C'est-à-dire s'intéresser aux conditions de travail, des marins qui aujourd'hui sont un peu passés sous silence. Même s'il y a quelques petites choses qui émergent. Avec le covid, on a entendu aussi parler, de marins qui n'ont pas pu mettre pied à terre, avec, voilà, pas mal de situations qui sont un peu critiques, et notre volonté, c'est d'aller un cran plus loin que, ce que permet de faire le pavillon RIF aujourd'hui, qui est le pavillon sous lequel, le navire va être immatriculé. Donc le pavillon RIF, c'est, Registre international français, qui garantit aux marins, voilà, des conditions de travail très, très intéressantes aux marins français, et qui couvre aussi les marins étrangers. Mais dans le cas de la première ligne vers Madagascar,
on est en train d'ailleurs, actuellement d'étudier les grilles salariales des marins malgaches. Qu'est-ce que ça représente chez eux, ce niveau de salaire? Est-ce que c'est une équivalence par rapport au niveau de salaire qu'on va proposer à nos marins français? Qu'est-ce qu'on doit négocier avec eux, en fait, en termes de rythme de travail? Puisque avec Niels Joyeux, on s'est rendu à Madagascar, on a rencontré, la l'école de marine marchande, malgache. On a commencé à discuter, on a compris que les enjeux des Malgaches étaient vraiment de gagner de l'argent et qu'ils étaient prêts à embarquer pendant, 9 mois, 12 mois d'affilée pour ça. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir leur proposer un niveau de rémunération, suffisant pour qu'ils soient à l'aise et surtout qu'ils soient payés aussi quand ils sont à terre, ce qui est le cas pour les marins français aujourd'hui, hein. Il y a des alternances, embarquées, terrestres et on aimerait inclure ça, enfin et vraiment provoquer une nouvelle culture, maritime aussi, à travers Wincop. On sera un tout petit bateau et on aura une dizaine de marins à bord, mais au moins on tracera peut-être la voie sur ce sujet. Voilà ce que je voulais rajouter, là-dessus. Et puis sinon, pour parler peut-être, rapidement, on s'était dit qu'on concentrerait un peu ce premier webinaire peut-être sur, qu'est-ce qu'on va transporter sur le bateau, avec qui on discute aujourd'hui. Et donc, je me proposais de présenter rapidement la carte en fait, des types de produits qu'on va transporter. Donc je vais partager mon écran. Heu, hop. Voilà, normalement, vous voyez, mon écran, et donc ça, c'est, très rapidement, une partie des chargeurs. Donc les chargeurs, quand on dit chargeurs, c'est nos clients. Donc ça, c'est un jargon, c'est du jargon, logistique. Le chargeur, c'est celui qui charge quelque chose à bord, du navire et donc dans notre cas, c'est nos clients ou pas forcément d'ailleurs. Parce que, le chargeur n'est pas forcément, celui qui paye au final, puisque, il y a l'importateur, l'exportateur, celui qui va mettre, la marchandise à bord du bateau sera peut-être pas celui qui payera le transport. Mais donc par abus de langage, on appelle, tous les gens avec qui on travaille aujourd'hui, des chargeurs. Donc là, sur la gauche, vous avez, les quelques-uns des chargeurs avec qui on discute, hein. Ils sont plus nombreux que ça, mais on n'a pas l'autorisation de communiquer forcément sur, tous les noms à l'heure actuelle. Donc il y en a qui vont vous parler bien sûr comme Valrhona où on est sur du chocolat, donc plutôt sur le nord de l'île. Hop, ici, le chocolat est produit dans cette région. Ethiquable, c'est pareil, on va être, sur du chocolat, mais aussi d'autres produits et Ethiquable, on va plutôt prendre leurs marchandises depuis, Tamatave, ici, à l'est. Hem Unima, c'est de la crevette, hein. Il faut savoir que le Madagascar est producteur de crevettes bio. En fait, c'est, le 1er producteur de crevettes bio, au monde. Arawak et Ultramaïs, ce sont des acteurs du textile, donc qui vont travailler pour des marques, comme, Les Petits Hauts, Petit Bateau, Jacquadi, voilà, on est sur ce type, de produits et pas mal de produits enfants. Saanal, on est sur des fruits, des huiles essentielles, Jacaranda sur des épices et des huiles essentielles, Simrise, c'est des huiles essentielles. Les huiles essentielles, elles sont utilisées pour tout ce qui est, relatif soit à l'aromatique, soit au médicinal, en fait. Donc aromatique, ça va rentrer dans la composition de produits culinaires ou, de produits, de parfumerie. Et Nutriset, c'est dans l'autre sens, c'est depuis la France, c'est des produits de renutrition. Donc pour les populations, en difficulté et ils ont une partie de leurs produits qui part vers Madagascar et pas mal, vers l'Afrique. J'ai une petite question sur, la taille du bateau et la charge qu'il peut transporter. Donc je vais remonter, hop. Le navire, actuellement, il est designé enfin on l'a agrandi, parce qu'au départ, il faisait, 70 mètres et on s'est dit: «Ah, il y a pas mal, il y a un joli marché» et en fait, il y a une réalité sur le fait que plus on fait un grand bateau, plus on fait d'économies d'échelle. Donc là, on s'est autorisé à rajouter une vingtaine de mètres. Aujourd'hui, il fait, 89 mètres et il va pouvoir emporter, une centaine d'équivalents 20 pieds. Donc un équivalent 20 pieds, c'est un conteneur. C'est pas Il existe des tout petits
petits conteneurs. Le 20 pieds, c'est, un conteneur relativement classique qu'on voit pas mal sur les camions. Et donc ça correspond alors 1 800 tonnes, c'est le port en lourd du bateau. La quantité de marchandises moyenne que va pouvoir transporter le bateau selon son niveau, de chargement. C'est-à-dire qu'on a des conteneurs qui vont être chargés avec beaucoup de marchandises, d'autres avec de la marchandise plus légère. On va être sur 1 400 tonnes à peu près. Hop. Bon alors voilà, nous globalement, aujourd'hui, on voulait surtout vous partager ça, c'est un peu le premier webinaire aussi, on voulait voir quel type de questions vous aviez. Donc n'hésitez pas à y aller, à poser vos questions. Ce que je peux Heu, rajouter sur la question des ouais, marchandises qui est important, c'est que, bah, comme je le disais, nous, on considère que certaines marchandises, elles n'ont plus vocation à être amenées de loin. Donc, enfin, je sais pas, j'imagine qu'il doit y avoir des bouteilles d'eau qui sont transportées par bateau. Ça, il faut arrêter. Même par camion, c'est certainement pas souhaitable pour le futur. Euh, mais la question, c'est comment on décide ça? Est-ce que c'est l'État qui va mettre des règles et dire quels produits sont bons et quels produits sont pas bons? Est-ce que c'est une entreprise privée qui peut le faire? C'est une question délicate parce que, bon, voilà, l'exemple des bouteilles d'eau, il est un peu extrême et il est facile à répondre. De l'autre côté, les épices, bon, finalement, c'est très léger et puis ça pousse que loin, donc c'est assez facile à répondre. Mais il va y avoir des cas un peu intermédiaires, comme par exemple les crevettes surgelées. Est-ce que ça a toujours du sens de faire venir des crevettes surgelées de Madagascar? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Et en fait, nous, la proposition qu'on fait par rapport à ça, c'est de dire que le meilleur moyen de prendre une bonne décision, c'est de la prendre à plusieurs. Et c'est pour ça que le modèle coopératif, il est intéressant au-delà de l'aspect financement, hein. On vous invite tous à participer au financement et donc à nous permettre d'éviter de passer par les fonds d'investissement aux dents un peu trop longues. Mais c'est aussi parce que eh ben, plus on sera représentatif, plus vous serez représentatif de la société, à la fois en tant que consommateur, mais là, on ne l'a pas expliqué en détail, mais on est une SIC, hein, une société coopérative d'intérêt collectif, qui réunit plusieurs parties prenantes. Donc, il y a les consommateurs, il y a les chargeurs, il y a les salariés, il y a les partenaires techniques, il y a, enfin voilà, on a différentes catégories qui sont représentées. Et on espère que cette représentativité de la société, qui fait vraiment de WinCop une entreprise citoyenne, va nous permettre collectivement de prendre les meilleures décisions pour l'intérêt général. Et c'est vraiment la différence du modèle coopératif par rapport au modèle capitalistique, c'est que c'est une entreprise de droit privé, hein, l'État n'intervient pas, mais qui est vraiment designée pour répondre à l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est pas seulement répartir les bénéfices aux tous les actionnaires, c'est surtout prendre des décisions pour orienter l'activité de l'entreprise dans la meilleure direction pour le bien commun. Donc voilà, pour ça, c'est très important que vous participiez tous, que vous soyez tous là, et petit à petit, on va mettre en place les outils, les réunions, les cercles de travail, pour que les sujets, y compris le sujet social, à un moment donné, on va certainement se poser la question plus en détail, comme le disait Louise, de ben voilà, comment on crée l'équité entre la France et Madagascar. Ces questions-là, elles sont complexes et elles méritent ben voilà, de pouvoir faire participer un petit peu ceux qui le souhaiteront, en tout cas, à la réflexion. Donc voilà, ça c'est aussi un aspect important du projet, de la façon dont on le voit. ah ouais. Bon, on a eu plein de questions, Ah, alors on cool. va les prendre, une à une. Ariel qui nous demande, bon, elle trouve que notre navire a l'air fragile et est-ce qu'on a vérifié l'état des quais à Tamatave, Tuamasin et Diego? Bon, je vais juste partager quelques photos qu'on avait là, de Madagascar et en effet, le voyage à Madagascar, il a enfin, principalement, je veux dire 50 de notre objectif, c'était justement d'aller voir les infrastructures, portuaires. Donc on s'est rendu dans les 5 ports, qu'on envisageait initialement sur l'île, Majunga, Nosy Be, Diego Suarez, Boemar et Tamatave. On a rencontré les autorités portuaires, on s'est rendu sur les quais, on a pu constater en fait le niveau d'équipement
Et actuellement, on va bientôt changer, les choses sur le site web et faire une annonce là-dessus. En fait, on a réduit le nombre d'escales. Sur Madagascar, aujourd'hui, on prévoit que 3 escales parce que, bien, il y a un port en particulier, Vohemar, qui aujourd'hui, ne présente pas, la capacité technique de nous recevoir. En fait, c'est un tout petit quai, il y a pas de grue opérationnelle actuellement, sur le quai, c'est assez vanté, il y a un seul pilote, qui arrive pas à être remplacé. Bref, c'était un peu trop fragile pour nous justement, et donc on a exclu cette escale aujourd'hui. Peut-être que demain, voilà, quand ils auront, renforcé l'équipe et cetera, on pourra y retourner. Et Nosy-Be, de la même façon, enfin, il y a une raison de volume sur Nosy-Be. Aujourd'hui, on n'a pas assez de volume identifié pour que ça justifie une escale en fait, systématique. Mais il y a aussi, Nosy-Be, on est sur un déchargement, sur barge, au mouillage, et il y avait pou ça répond à la question qu'il y a après sur, les temps de déchargement, l'autonomie qu'on a. Il y avait des délais assez longs de déchargement et ça nous faisait faire une escale très, très longue aussi. Donc l'un dans l'autre, on a exclu Nosy-Be. Pour la deuxième question d'Ariel qui est, êtes-vous autonome au chargement-déchargement? Est-ce que vous dépendez des dockers? On est autonome, enfin l'objectif, c'est vraiment d'équiper ce navire en manutention. Donc actuellement, on travaille sur quelque chose de, on va dire, d'innovant, en intégrant, les grues, dans les baumes des mâts pour gagner de la place et du poids, sur le pont. Ce qui nous permet de décharger nous-mêmes nos conteneurs. C'était indispensable à Madagascar parce que, à Majinga, typiquement, on doit décharger sur barge, au mouillage, et à Diego, il y a que quelques grues, elles seront peut-être pas disponibles quand on viendra, et donc de la même façon, on va être autonome. Est-ce que ça implique, je sais qu'il y a une question, je fais un pas dans le désordre, mais justement j'essaie de les rassembler. Il y avait aussi une question qui portait sur, le fait que ça rallonge éventuellement, le temps à quai par rapport à un bateau standard. Oui, si on utilise notre système de grue, on va aller moins vite. Parce qu'un portique typiquement aujourd'hui, un portique donc c'est un grand, c'est ce qu'on peut voir sur les ports, en France, c'est des grosses installations qui viennent se placer au-dessus du bateau et qui déchargent les conteneurs, très rapidement, va plus vite que nous avec notre grue. Mais aujourd'hui, on a prévu des escales d'à peu près 24 heures, à chaque fois. Et ça, c'est inclus dans notre calcul de rotation, du temps de rotation que va mettre le bateau. Et il y avait aussi une question par rapport, au temps, d'entretien, du navire, et donc ça, c'est inclus aussi aujourd'hui. On prévoit, en gros, 1 mois, on a 1 mois sur l'année qui serait dévolu à des réparations qu'on ne pourrait pas effectuer en continu, sur le bateau, et comme tous les bateaux, de ce type-là, tous les 5 ans, il y aura, cale sèche, voilà, remise en état de la coque, et cetera. Voilà pour ces questions. Mathieu, peut-être que tu veux en prendre une autre, à la suite pendant que je fais un petit peu de tri, Ouais, que je coche ben, je vois celle. la question qui revient souvent sur les pirates. Mmh. Effectivement, pendant longtemps, on en a beaucoup parlé. Il y a pas mal de films qui ont été faits dessus. Il y a eu au niveau de la Corne de l'Afrique, là au large de la Somalie, beaucoup de piraterie. Il y avait des tout petites embarcations sur Zodiac qui attaquaient des porte-containers, des gigantesques tankers. Euh, et c'est vrai que ça a été une zone qui a été dangereuse. Et au début, en fait, quand j'ai commencé à réfléchir au projet et que j'ai contacté NIMS pour la première fois, on avait ça en tête et on s'était dit qu'on passerait plutôt par l'ouest de l'Afrique. Hein, donc depuis Madagascar, Gibraltar, puis tout le tour, et puis le Cap est remonté. Ce qui aurait rallongé d'une semaine, 10 jours, hein, quelque chose comme ça. Mais c'était possible. Et en fait, en creusant un petit peu le sujet, en se renseignant, on s'est rendu compte que la piraterie, en fait, depuis une dizaine d'années, avait complètement disparu. Ils ont mis en place un certain nombre d'organisations pour faire ça, à la fois les bateaux qui avancent par convoi, qui sont protégés par
par des frégates militaires, le travail aussi politique qui a été fait dans les pays pour limiter cette chose-là. Et en fait, maintenant, il n'y a plus du tout de piraterie dans cette zone-là. Et on a même appris là, au mois de septembre, que les assureurs avaient sorti la zone de la zone à risque. Donc, il n'y a même plus de prime d'assurance spécifique pour cette zone. Donc, plus du tout de risque de piraterie. Ça pourra revenir, hein, parce que bien sûr, ces choses-là, on ne les maîtrise pas. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas ce risque-là. On va quand même éviter de longer les côtes à cet endroit-là et faire un petit détour pour aller un peu plus loin dans l'océan Indien avant de redescendre sur Madagascar. Euh, voilà. Et inversement, en plus, il se trouve que de l'autre côté, le golfe de Guinée en ce moment, c'est une zone où plutôt la piraterie se développe. Donc, en fait, il se trouve qu'actuellement, le chemin par l'ouest est légèrement plus dangereux que le chemin par l'est. OK. Je vais arrêter ça en fait. Ouais. Allez, je prends la question d'après. On va faire un peu 1 sur 2 si on peut. Comme ça alternera. Ouais. Jérémy nous demandait si on prévoit de faire des escales et de transporter des marchandises vers des ports intermédiaires, par exemple en Afrique du Nord. Quand on a commencé la démarche commerciale sur Madagascar, on s'est rendu compte que, il y avait, un léger souci, mais ça Arcadie le savait, mais on s'est rendu compte que c'était général en fait, de desserte de l'île. Actuellement, ce qui est, constaté, par énormément, des clients avec qui on échange, c'est des difficultés en fait à, avoir un transit time, donc une durée de transport qui est respectée entre la France et Madagascar. Et ça en particulier parce qu'il y a pas de ligne directe aujourd'hui opérée par les compagnies maritimes. Donc les conteneurs font, ce qu'on appelle des transbordements, c'est-à-dire qu'ils changent de bateau. Ils changent de bateau, je vais essayer de trouver parce que j'ai une petite slide qui illustre ça et ça permettrait de bien se rendre compte de ce qui se passe. Ils changent de bateau dans des zones, plus ou moins évidentes du globe. Hop, je vais partager mon revenir là-dessus, qui fait que les délais sont, vraiment très longs, et la marchandise se retrouve à faire vraiment des milliers de milles nautiques, pour rien, alors que c'est pas en direct. Donc le positionnement de Wincop avec, une ligne directe entre la France et Madagascar est devenu central. Pour nous, en termes de positionnement concurrentiel et vraiment d'offres de services, différenciantes pour les clients à Madagascar. Et c'est devenu un enjeu pour nous de réussir à lier la France à Madagascar dans un temps en fait, aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'on arrive à le proposer dans un temps équivalent à ce que peuvent proposer les compagnies maritimes, en tout cas ce qu'elles proposent sur leur site, web, c'est-à-dire entre 25 et 48 jours. Et aujourd'hui, avec le navire Wincop qu'on a choisi de faire, aller à 8 nœuds, donc ce qui est très lent, hein, c'est 2 fois moins rapide en moyenne que les porte-conteneurs classiques, on arrive à relier la France à Madagascar en 30 jours, d'après nos calculs, d'après nos routages. Et ça, c'est lié au fait qu'on va en ligne directe. Donc, est-ce qu'on a prévu de faire des escales? Non, pas sur cette ligne-là, pas avec ce bateau. Peut-être qu'à l'avenir, si on met et on aimerait vraiment le faire, mettre un deuxième bateau en service pour desservir Madagascar, peut-être que là, on pourra se dire, bah, on rajoute, des escales. Initialement, on avait prévu, par exemple, une escale à Mayotte, à la descente. C'est visible sur notre site toujours. On est passé à Mayotte aussi au mois de septembre, avant d'aller à Madagascar. Et Mayotte, c'est vraiment sur la route, en fait. Donc ça rajoutait pas grand-chose, ça rajoutait 2 jours, quoi, le temps de l'escale. Donc c'était vraiment envisageable de s'arrêter à Mayotte sans impacter de manière, très lourde, le transit time qu'on proposait. Et Mayotte, on l'a exclu pour les mêmes raisons un peu que pour lesquelles on a exclu, les 2 autres ports de Madagascar. En fait, sur Mayotte, actuellement, il y a une gestion, le port est géré avec une concession. Vous pourrez chercher sur internet, ça se trouve très, très vite et aujourd'hui, il y a des grosses problématiques sur cette concession. Et nous, en tant que petite compagnie maritime, débutante, on ne pouvait pas se permettre d'absorber les variations de coûts liées à cette concession, les variations de délai, de mise, à quai. Parce qu'aujourd'hui, il y a des navires qui attendent 15 jours à Mayotte, par exemple, avant d'être mis à quai et on ne pouvait pas se permettre ça. Donc par contre, on a des demandes.
On a clairement des demandes sur la Méditerranée, on a des demandes sur l'Afrique, de l'Est. Donc c'est des choses qu'on considère, qui voilà, aujourd'hui rentrent pas, dans, la démarche, commerciale qu'on veut avoir et le produit qu'on veut proposer, aux Malgaches. Mais, on étudie en fait ces demandes et peut-être qu'à un moment donné, on aura suffisamment de demandes pour considérer d'ouvrir une nouvelle ligne avec un tracé, qui permettra de répondre, à ces besoins. Mathieu, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Ouais, je peux compléter parce qu'en fait, au début, quand on réfléchissait à passer par l'Ouest, on a envisagé de faire des escales à Sao Tomé et puis au Sénégal ou au Togo par là pour aller choper d'autres marchandises. Mais en fait, en faisant les calculs, on s'est vite rendu compte que c'était très compliqué parce qu'en fait, et là, on pourrait, par exemple, on a eu la demande pour s'arrêter vers l'Éthiopie parce qu'il y a beaucoup de café qui vient d'Éthiopie. Et donc, en remontant de Madagascar par l'Est, on pourrait s'arrêter à l'Éthiopie. Mais le problème, c'est que si on veut, en remontant, charger du café, des containers de café en Éthiopie, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la place dans le bateau. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut que le bateau ait fonctionné à moitié à vide entre Madagascar et l'Éthiopie. Et Mmh. qui dit fonctionner à moitié à vide, ça veut dire que l'ensemble des coûts du bateau s'applique sur seulement la moitié des containers au lieu de la totalité, donc ça renchérit le prix des containers. Euh, Mmh. Sauf si on trouvait du transport de marchandises entre Madagascar et l'Éthiopie, mais ça, malheureusement, on peut assez bien imaginer que c'est pas, voilà, il y a les flux de marchandises sont pas équilibrés, et c'est d'ailleurs souvent une grosse problématique. Par exemple, tous les bateaux qu'on fait venir, nous, de Chine, on exporte quelques marchandises en Chine, mais beaucoup moins qu'on en importe. Et du coup, il y a beaucoup de bateaux qui repartent vers la Chine à vide. Euh, et ça, de manière générale, c'est assez difficile sur des grosses quantités d'équilibrer complètement les flux. Nous, avec Madagascar et avec un seul bateau, on arrivera à le remplir dans les deux sens. Mais par exemple, on va avoir la question sur le fait qu'on va faire 3 ports à Madagascar, et ben forcément, le bateau arrivera plein au premier port, mais ensuite il va se vider progressivement, se remplir en même temps. Enfin, il va y avoir des choses à gérer qui vont être un petit peu compliquées là-dessus. Donc finalement, les escales, c'est pas une bonne idée, sauf si on arrivait à équilibrer les flux. Mais ça va pas être possible a priori avec des escales en Afrique de manière générale parce que Madagascar a priori n'exporte pas de produits vers l'Afrique. Madagascar exporte plutôt vers l'Europe ou l'Amérique, un petit peu vers la Chine certainement, mais pas tant que ça. Mmh. Super. Alors je vais te laisser commencer à répondre à cette question et puis peut-être je prendrai la suite. Est-ce que, les chargeurs participent au financement? Oui, alors comme je le disais, on veut que toutes les parties prenantes participent et à la base, Arcadie est un chargeur et un cofondateur de WinCop. Et on a tout de suite imaginé que de proposer ça aux autres chargeurs parce que voilà, si on veut pouvoir décider des prochaines destinations, des prochaines lignes qu'on voudrait, des prochains bateaux qu'on va vouloir construire, c'est en discutant avec les chargeurs. Si on veut pouvoir discuter de la répartition de la valeur, combien on paye nos marins versus combien coûte le container, et ben, c'est bien avec une discussion entre les salariés et les industriels que cette discussion doit avoir lieu. Voilà, donc on a cette intention-là et je te laisse prendre la suite, Louise, Ouais. à ta belle diapo. Ouais, tout à fait, donc là, je vous montre sur la slide, la composition des collèges de vote. Mathieu a très rapidement introduit tout à l'heure qu'on était une société coopérative d'intérêt collectif, donc on n'est pas une société de capitaux, on est une société de personnes et ça se traduit par le fait que, chaque sociétaire, on ne parle pas d'actionnaire, va avoir une voix dans son collège, peu importe le montant qu'il investit. Et donc, vous voyez qu'on a un collège qui est vraiment réservé, aux chargeurs, et pour nous, c'est essentiel de les avoir, là. Donc pour l'instant, il y a, Arcadie, en fait, on fera l'AG qui va faire rentrer les nouveaux sociétaires, l'année prochaine. Donc pour l'instant, on n'a pas, établi encore, ce collège, mais qui ont déjà souscrit, et qui sont devenus sociétaires et qui vont rentrer dans le collège chargeur. Il y a aussi Ethicable, il y a, Biocop,
Il y a la Biocoop, donc nationale, mais il y a aussi la Biocoop locale ici à Lorient, qui s'est positionnée et très rapidement, enfin moi je suis en train de travailler avec, les autres chargeurs qu'on a vus tout à l'heure sur l'autre slide et l'ensemble des signataires des lettres d'intention pour qu'ils prennent des parts sociales. Et l'Obélisque. Heu, il y a Lobodis, il y a DeWack et Ultramail qui sont les acteurs du textile qui ont aussi pris, des parts sociales. Donc c'est des montants très variables, mais à leur niveau, en fait, ils participent en effet, au financement de cette façon-là. Mais surtout pour nous, ce qui est important, c'est qu'ils rentrent dans la gouvernance. Et vous, en tant que sociétaire, on vous place dans le collège là que j'ai appelé, consommateur, qui dans les statuts s'appelle, contributeur. Et vous avez voilà, un collège qui pèse pour 10 de la prise de décision en AG, et on veut que vous soyez là aussi, pour participer, aux décisions. Alors il y a une petite question là, mais je pense que j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure sur la répartition de temps prévue entre navigation, opération, arrêt technique. Donc, je le répète vite fait, mais, ça a été abordé. On prévoit des opérations, enfin des escales qui durent, de l'ordre de 24 heures. On a un temps buffer sur chaque rotation de 5 jours qui en fait est dévolu, in fine, à l'entretien en fait. C'est des jours où, qu'on peut prendre pour rester à quai et gérer, l'arrêt technique. Alors est-ce que, ça va être complexe les arrêts techniques avec les voiles? Ça, bon, Mathieu et moi, on n'est vraiment pas les mieux placés pour parler des aspects techniques et il y aura un webinaire sur ce sujet dans les semaines à venir. On prévoit, 2 autres webinaires, sûrs avant la fin d'année. Un qui sera dédié justement aux questions techniques, le bateau, l'entretien, comment il fonctionne et cetera. Et un qui sera plus dédié, vraiment à l'aspect, souscription, comment on devient sociétaire, comment ça marche. Alors, l'intérêt de choisir la route atlantique serait de participer à une ligne de tramp africain qui vous donnerait des escales intermédiaires. Bon, je pense que ça aussi, ça a été évoqué tout à l'heure. Ariel, si c'était pas assez précis, reposez-nous une question. Alors Madagascar est malheureusement un des pays les plus corrompus au monde. 147e pays sur 179 d'après Transparency International. Comment envisagez-vous votre travail pour composer avec cette réalité sans pour autant l'encourager? Heu On va tous les 2 avoir, Mathieu et moi, des retours là-dessus, puisque Mathieu travaille avec Madagascar depuis des années et moi j'y suis allée, au mois de septembre. J'ai la parole, je la conserve pour l'instant, puis je te repasserai le micro Mathieu. En effet, en fait, il y a une réalité à Madagascar qui est très différente de la nôtre, ici. Heu, N'oublions pas qu'on est uniquement une compagnie maritime. Donc, notre métier est avant tout de transporter les marchandises. Par contre, notre, visite à Madagascar avait, cet enjeu-là aussi, d'aller rencontrer les gens, avec qui on a signé des lettres d'intention aujourd'hui, et de garantir en effet qu'on n'allait pas encourager, des pratiques, on va dire abusives, sur le territoire. On a la chance de travailler avec une personne qui s'appelle Yves Bourdet, à Madagascar, qui travaille, sur le projet WinCop depuis mai 2021, qui est implanté à Madagascar depuis 30 ans, qui a géré la pêcherie de Nosy Be, qui a été vraiment une très, très grosse activité, à Madagascar et qui du coup connaît très bien, les enjeux de l'île et nous permet, de faire attention, et de travailler avec les bonnes personnes. Et notre enjeu aussi là, on a parlé tout à l'heure un peu de charte et cetera et ce serait aussi à terme de pouvoir établir une charte en fait, à, faire signer par l'ensemble de nos parties prenantes. Donc là, j'étends, hein, je parle plus du tout de Madagascar uniquement. Je parle aussi, de nos partenaires techniques, de nos partenaires logisticiens, parce que pour moi, bon, Madagascar, c'est vrai que c'est assez évident, ce qui se passe parce qu'on voit passer des articles, des choses comme ça sur certains secteurs d'activité. Mais, je considère qu'il y a aussi, d'autres enjeux, que nous, WinCop, on voudra pas, promouvoir, et pas uniquement au niveau de Madagascar et donc la charte viendrait couvrir vraiment, les relations
ou les façons qu'auront de travailler les partenaires qu'on aura sur l'ensemble de la chaîne. Mathieu, peut-être des choses à partager là-dessus vis-à-vis d'Arcadie? Ouais, alors je ne suis pas un spécialiste. C'est vrai que nous, en fait, pour importer nos épices, on s'appuie sur des partenaires qui sont implantés là-bas depuis longtemps, des Malgaches ou des Français implantés là-bas, et qui s'occupent de gérer en fait toute la production et l'expédition des marchandises. Et qui donc, c'est eux qui sont en frontal par rapport à ces difficultés. Moi, la perception que j'ai, c'est qu'il y a deux sortes de corruption. Il y a la petite corruption qui consiste en fait à payer les fonctionnaires qui ne sont pas payés par l'État. Donc voilà, tous les fonctionnaires, les préfets, les policiers, ils reçoivent pour ainsi dire pas de salaire et donc ils prélèvent un petit peu. Et ça fait une espèce de fonctionnement où voilà, au lieu de payer des impôts, chacun paye pour tel et tel truc. C'est pas génial, mais en même temps, pour le moment, je vois pas trop d'autres solutions pour un pays comme Madagascar tant que comment dire, le gouvernement s'est pas stabilisé un petit peu plus. Et après, il y a effectivement la grosse corruption qui, en général, implique un mélange du public et du privé et qui permet, sur le dos de gros marchés, d'enrichir certaines personnes de manière abusive. Euh, Moi, ma croyance, mais bon, là, je n'ai pas vraiment d'expérience pour le soutenir, mais c'est que la corruption problématique, elle se produit aux endroits où il y a beaucoup d'argent qui est gagné sur l'énergie, sur voilà, des endroits où il y a des commandes publiques et des choses comme ça. Et c'est là qu'il y a en général le plus de corruption. Nous, il se trouve qu'on ne va pas gagner beaucoup d'argent. On n'est pas sur un secteur où on compte gagner beaucoup d'argent, où il n'y a personne qui va gagner beaucoup d'argent. Donc, j'ai l'impression qu'on sera moins concerné par des problèmes de corruption. Après, effectivement, et c'est là où on s'appuie beaucoup sur Yves Bourdet, c'est que peut-être qu'il y a certains acteurs, on va éviter d'aller les voir, et s'ils viennent nous voir, on va éviter de leur répondre, parce qu'on peut savoir qu'eux-mêmes, nous par exemple, on est confronté, on importe de la vanille, donc de Madagascar, et il y a quelques années, le prix de la vanille a explosé, parce que ça servait la vente de vanille servait à blanchir le commerce de bois exotiques interdits. C'est-à-dire que les gens qui voulaient acheter du bois exotique, eh ben, ils achetaient de la vanille à un prix démesuré. Et en dessous de sable, entre guillemets, il y avait le bois exotique. Et du coup, ça a fait exploser le prix de la vanille réelle voilà. Donc ça, les acteurs qui jouent ce genre de jeu-là, ils sont connus dans Madagascar. Et donc, nous, on va s'appuyer un petit peu sur Yves et sur les réseaux qu'on a pour savoir quand il y a quelqu'un voilà, qui fait du business pas très propre et on va éviter de le faire monter à bord. C'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Mais je pense qu'effectivement, on va apprendre, on va certainement se faire conseiller par des gens qui maîtrisent ça un petit peu mieux que nous pour essayer d'éviter de tomber dans les pièges de ce genre de choses. Bon, en tout cas, pour l'instant, on est certain des personnes avec qui on travaille on passe aussi on va travailler avec un transitaire qui s'appelle FTL. A priori, du coup, on est en train de contractualiser avec eux et eux aussi, en fait, ils sont implantés, dans l'océan Indien depuis, 20 ans, et sur Madagascar depuis très longtemps aussi et donc ils ont une très bonne connaissance, et ils sont là, enfin, c'est ce réseau-là qu'on tisse aujourd'hui, sur Madagascar et qui nous permet, d'être certains, de ce qu'on va faire. Alors moi, j'ai eu une micro coupure et du coup, je n'accède plus aux questions. Enfin, je vois plus Ah. les questions, donc je te laisse Alors, prendre le il relais. m'en reste une. Il y a une réponse d'Ariel à Étienne qui dit justement sur le sujet de la corruption que le gouvernement élu en 2019 a priori fortement réduit la question de la corruption en rendant Mmh. publiques certaines règles. Donc bah, ça, on croise les doigts. Si les gouvernements de Madagascar pouvaient petit à petit sortir Mmh. de cette instabilité, de cette corruption chronique, ça serait génial. Donc j'étais pas, je savais pas ça. Donc merci Ariel pour l'information. Mmh. Et Philippe qui demande en combien de temps on amortit le bateau et donc l'influence que ça peut avoir sur la construction des prochains. Donc ça, je te laisse Mmh. répondre. Justement, en plein dedans. Ouais. Alors un navire de ce type-là, au niveau du financement,
En gros, c'est un financement qui va s'étaler sur, enfin, on va dire le remboursement, de la dette, hein, qui pèse pour à peu près 80 du financement qu'on fait, sur ce type de bateau, se fait sur, une dizaine d'années, 10-12 ans. On pourrait se dire qu'en effet, ce sera qu'au bout de 10-12 ans qu'on pourra, extraire des bénéfices qui permettraient de financer d'autres bateaux. Il y a un peu de ça. C'est vrai que, on va avoir un peu plus d'air à partir de la 10e année, mais avant ça, en fait, il y a aussi la partie remboursement, remboursement, paiement, des intérêts et du capital. Vous savez qu'on a proposé, une partie en titre participatif pour la levée de fonds en capital de Wincop. On propose aussi ça, à des investisseurs professionnels. Et donc avec une rémunération, qui est comprise, en gros qui est aux alentours de 6. Vous, en tant que particulier, vous bénéficiez d'une défiscalisation de 25 et on vous les propose à 4, et les professionnels qui n'ont pas de défis, on leur propose à 6. En gros, vous avez la même rémunération et les titres participatifs, eux, on doit les rembourser, au bout de 7 ans. Donc il y a des appels d'air qui vont arriver à partir de 7 ans, à partir de 10 ans, qui nous permettraient en effet de peut-être, au bout de quelques années après ces échéances, d'être en mesure d'avoir suffisamment de capitaux pour lancer nous-mêmes, la fabrication, de nouveaux bateaux. En attendant, on va être sur un fonctionnement de levée de fonds pour chacun des navires qu'on va souhaiter, fabriquer sur le même, format que ce qu'on fait actuellement. L'enjeu de Wincop, c'était, vous l'aurez compris, de faire en sorte que les navires appartiennent aux citoyens. Donc là, c'est la première collecte qu'on fait pour le premier navire et on a une notoriété qui doit encore, s'établir et cetera, et on espère que sur les prochains bateaux, la part, qui sera amenée par des citoyens parce que vous aurez envie de, vous approprier, ce sujet sera, plus grande, quoi, vraiment plus grande. Le rêve de Wincop, c'est qu'il y ait un bateau qui soit financé 100 par des citoyens, en fait. Ce qui sous-entend qu'on arrive à lever, de l'ordre de 6 à 7 millions d'euros uniquement auprès de citoyens, et j'espère que d'ici quelques années, on sera en mesure de le faire. Et du coup, ça fait le lien avec la question de Sadek qui dit quel partenaire financier ou du monde du transport pourrait vous soutenir dans ce beau projet? Et donc, effectivement, comme le disait Louise, nous, notre but, c'est que ce soit au maximum financé par les sociétaires, mais sur ce premier bateau, en tout cas, on s'attend à ce qu'il fasse, qu'on doive aller chercher une partie du financement chez des acteurs plus traditionnels. Et donc, on est actuellement en négociation avec des fonds d'investissement, mais on cible des fonds d'investissement de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qui sont spécialisés dans ce genre de projet et qui donc ne vont pas demander une rentabilité mirobolante. Oui, puis qui vont être alignés avec les valeurs qu'on porte. C'est ça. Aussi, enfin, la levée de fonds, c'est vrai on voit souvent ça. Moi, c'est mon métier, historique, on va dire, et on voit souvent, les investisseurs, donc les investisseurs professionnels, les fonds d'investissement comme étant, extrêmement décideurs. L'entrepreneur et l'entreprise a la capacité de choisir avec qui elle veut travailler, et dans notre cas, c'est très, très clair. En fait, on sait qu'il y a, si on est approché par certaines entités, on préférera ne pas travailler avec eux, quitte à devoir, passer, plus de temps, à réunir la somme, auprès d'acteurs, avec lesquels on souhaite travailler. Et pour le monde du transport, c'est un peu la même réponse. On ne va pas Mmh. forcément se précipiter dans les bras des multinationales du transport. C'est plutôt quelque chose qu'on voudrait éviter. Ouais, c'est quelque chose qu'on souhaite éviter, même si, le montage coopératif pourrait, en fait, permettre à des structures de ce type de devenir sociétaires sans prendre le pouvoir. Sans prendre le pouvoir de la coopérative, puisqu'ils seraient réunis, dans le collège investisseur qui pèse pour 10 à côté de tous les autres investisseurs. Mais aujourd'hui, c'est pas notre, notre choix. On souhaite garder une indépendance totale. Anne qui demande quels chargeurs sont aujourd'hui positionnés sur la descente, sur la route nord-sud.
Et quelle marge de développement pour l'export vers Madagascar, donc de produits agroalimentaires issus de l'hinterland de cette Marseille? Vaste question. Il nous reste à peu près 5 minutes. Je vous le dis, on n'avait pas envie de passer des heures non plus, mais on va répondre aux dernières questions qu'il y a. Donc je vais essayer de faire, plutôt court. Aujourd'hui sur la partie nord-sud, en fait, je l'ai un peu évoqué, nous on pensait jusqu'à il y a 3 mois, faire remplir le bateau vers Mayotte. Donc c'est une option qu'on a exclue aujourd'hui. Donc le démarchage commercial France-MADA, il a réellement démarré en septembre en fait, donc très tard, dans l'histoire du projet. Donc actuellement, on a des discussions qui sont en cours. On n'a rien signé encore dans le sens, nord-sud, mais on part sur, de la grande distribution parce que Madagascar importe des produits, depuis la France. On part sur de la verrerie, parce qu'il y a pas de verrier sur l'île et du coup, les exportateurs de légumes, et de fruits importent bocaux, et capsules de France. Donc bon, bah, on va essayer de faire un de prendre en charge l'aller et le retour pour eux. Et ensuite, on est, sur une grosse partie qui est assez impalpable, qui s'appelle, effets et objets personnels, qui pèse, vraiment, beaucoup dans le transport depuis la France vers Madagascar aujourd'hui, qui est géré par les transitaires. Donc ça va se passer directement avec nos transitaires. Nous, on va pas gérer parce qu'en fait, c'est du groupage, c'est la diaspora malgache qui, exporte des choses au pays. Et donc là, ça se passe directement, avec nos transitaires et j'espère vraiment que d'ici quelques mois, on pourra vous en dire plus, sur cette partie. On a des choses vraiment intéressantes qui se passent, mais dont qui sont pas publiques, aujourd'hui. En fait, Heu, actuellement, on essaye, nous, d'identifier des chargeurs qui sont capables de nous réserver plusieurs containers pour, en gros, un seul produit, ou en tout cas les produits qui les concernent. Mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de transport qui est beaucoup plus irrégulier, qui est mmh, voilà, on regroupe plusieurs clients qui vont remplir un container. Et ça, c'est pas nous qui allons le gérer. Ce sont nos transitaires, comme le disait Louise. Et par exemple, j'imagine qu'effectivement, il y a un petit marché de vin français en Madagascar, mais je doute qu'on remplisse régulièrement des containers de vin français vers Madagascar. Donc, via nos transitaires, j'espère qu'on attrapera aussi ces marchés-là et que même mmh, peut-être si effectivement on crée cette ligne-là, eh ben, ça met en valeur une relation en fait entre Sète et Madagascar, ce serait rigolo, et qu'il y ait des échanges comme ça, un peu culturels au travers de produits, ce serait intéressant. Mais voilà, au stade où on en est actuellement, ce n'est pas des choses qui nous permettent de dire, tiens, là, il y a 10 containers, là, il y en a 100. Voilà, mmh, pour le moment, on joue un peu avec les grosses masses. ouais. Et donc, bon, vous avez précisé votre question pendant que je parlais, mais, ah non, pardon, c'est 2 questions qui sont connectées. Madagascar manque de capacité de transport nord-sud. Est-ce que vous envisagez ce marché, intra-MADA? Alors aujourd'hui, il y a que les bateaux immatriculés à Madagascar qui peuvent faire du transport entre des ports de Madagascar. Donc nous, c'est un marché qu'on ne peut pas adresser, qu'on n'adressera pas. Voilà, c'est la réglementation en fait, des autorités maritimes, de Madagascar. Donc en effet, il y a pas mal de choses à faire, vraiment, entre les ports, Hamada puisque, les infrastructures routières sont mises à mal, par le climat, mais on ne peut pas accéder à ce marché. Voilà, c'est exclu. Il y a beaucoup de choses à faire, donc intra-MADA, mais aussi entre les différentes îles, hein, entre Madagascar, La Réunion, les Comores, Mayotte, etc. Mmh. On reçoit beaucoup comment dire, de sollicitations sur ce sujet. Et une façon d'adresser cette demande, ce serait, mais bon, là, on est dans de la prospective, hein, il n'y a rien de démarré à ce niveau-là, mais on se dit, ben voilà, nous, on va maîtriser on va imaginer et maîtriser petit à petit un modèle coopératif, éthique, etc. Est-ce que ce modèle ne peut pas être duplicable? Est-ce qu'on ne pourrait pas soutenir la création d'une coopérative sur Madagascar, par exemple, qui pourrait elle-même, voilà, et donc on participerait pour accompagner pour le financement, mais ce serait une coopérative qui serait implantée là-bas et qui du coup pourrait gérer ça, gérer le commerce inter-île
des choses comme ça, ce serait quelque chose qui serait passionnant. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Mmh. Super. Voilà, eh bien, on a terminé toutes les questions à pile Ouais. 19h30. Je trouve que c'est quand même très très fort. C'est top. Merci beaucoup. Merci, vous avez été une trentaine ce soir et c'est vraiment chouette. On ne savait pas du tout comment vous alliez répondre à cette proposition de webinaire. On va donc publier bientôt des invitations pour, les 2 autres à venir qui auront lieu avant, Noël. Donc un plus orienté, technique, bateau, voile, tout ça et un, vraiment orienté plus sur, la souscription, devenir sociétaire, qu'est-ce qu'on vous propose, comment ça fonctionne. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en réponse à nos posts, pour qu'on puisse, continuer les échanges et puis faire en sorte que tout le monde en bénéficie et on publiera le replay, de ce webinaire, dans les jours qui viennent. Super, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.